Pas du tout bagarreuse, je me suis jamais battue de ma vie. Je crois que peut-être au collège, j'ai dû mettre une gifle à une fille un jour, mais parce qu'elle m'en avait mis une. Enfin voilà, il y avait eu un truc comme ça. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime là dans ce sport, c'est de pouvoir être capable de se taper dessus et après de se checker, de se dire, bah, viens, on va boire un coup ensemble. Moi, j'ai connu la mutilation, j'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool. Alors, j'étais pas accro, mais je sortais tout le temps. Toute ma vie a été un combat. J'ai toujours été confrontée à la violence, même si moi, je l'aime pas. Cette violence-là du sport de combat, je l'aime. Pourquoi ? Parce qu'elle est maîtrisée. Elle est d'égal à égal. Il n'y a plus une position de dominant-dominé. Et là, Yohan, il tourne la tête et il me dit « Tu veux combattre la semaine prochaine ? J'ai un combat. » Et là, je me suis dit « Je ne peux pas me défiler. » L'intelligence émotionnelle, elle est ultra importante dans le coaching. Il y a une façon d'accompagner des féminines. On a un cycle menstruel qui dure 28 jours. 28 jours où le corps est en ébullition, où le corps change, où le corps vit des changements hormonaux. Et des fois, même si je prends un coup de pied au cul, mais c'est pas grave, c'est OK. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it's... Ouais, alors moi je m'appelle Manon Courieux, j'ai 29 ans. Donc je combats à Tactical Fight Team en amateur pour l'instant. Et après, je suis un petit peu multifonction. Donc, je passe mon BPJEPS actuellement au sein de Tactical Fight Team pour être diplômée, pour pouvoir enseigner. Ensuite, je combats en MMA, pour l'instant qu'en amateur. Peut-être que, enfin, c'est sûr même, je passerai pro plus tard. Ensuite, j'ai un podcast sur la santé mentale qui s'appelle Merci la vie. J'ai une émission YouTube qui s'appelle Une faim de loup où j'interviewe des combattants en cuisinant. Je fais des réseaux sociaux, donc créatrice de contenu sur TikTok et Instagram, donc sur tout ce qui va être lié à mieux connaître le MMA et mieux connaître, comprendre les règles, les codes, le fonctionnement de comment en fait ça fonctionne au sein des clubs, des fédés, des événements. Pourquoi les combattants combattent-ils avec des mitaines et d'autres avec des gants de boxe anglaise, etc. Enfin voilà, j'essaye vraiment de mieux faire connaître notre univers, le familiariser auprès des gens qui ne le connaissent pas et qui du coup pourraient en avoir une image négative. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, j'ai créé le Fight and Rise. Donc, le Fight and Rise, c'est un groupe de femmes débutantes qui viennent apprendre les sports de combat, et notamment donc, le MMA. Et donc ça, j'ai déjà fait 2 éditions. J'en prépare une 3e pour après mon combat en octobre. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur tout ce que je fais. Ouais. Tu as toujours eu cet aspect transmission de savoir, transmission en général ? J'ai toujours aimé, effectivement, jusqu'à mon plus jeune âge, je me rappelle, je faisais de la danse de salon avant, parce que ma mère est prof de danse. Et du coup, il y avait des groupes enfants. Et j'aidais toujours les enfants les plus jeunes. J'ai toujours été dans transmettre, accompagner, aider. C'est quelque chose qui me plaît. Et encore plus aujourd'hui, parce que quand je suis arrivée à TFT, moi, je connaissais rien. Ça fait 3 ans que j'y suis. Et on m'a accueillie, on m'a appris des choses, on m'a aidée à moins me sentir bête. Parce que forcément, dans les sports de combat, peut-être dans d'autres sports aussi, mais c'est juste que je ne l'ai pas vécu. Mais en tout cas, dans les sports de combat, on ne comprend rien au début. On se sent bête, on se sent inutile, on a l'impression de faire n'importe quoi. Et moi, grâce à TFT et grâce à la pédagogie qu'ils ont eue envers moi, ben, j'ai appris plein de choses. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie que les gens se sentent aussi bien que ce que moi, je me suis sentie quand j'ai découvert ce sport, quoi. Et t'étais quel type d'enfant ? Je veux dire, t'étais quelqu'un de très actif, très sportive, etc. ou pas du tout ? Alors moi, j'étais une enfant très solitaire. J'étais une enfant triste aussi un peu, mais par contre, ça se voyait pas. J'étais tout le temps en train de sourire, j'étais tout le temps de bonne humeur, etc. Et surtout, j'étais une enfant qui ne supportait pas qu'on laisse quelqu'un de côté. Donc à l'école, dès qu'il y avait par exemple quelqu'un qui se faisait bisuter quoi, ou qui était mis de côté, ben, moi j'allais l'inviter, j'allais jouer avec la personne. Je supporte pas qu'on laisse les gens de côté. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi de très important d'être humaine. Enfin, c'est dans mon essence, je dirais. Et après, sur le côté sportif, ouais, j'ai toujours été sportive. J'ai commencé le sport, comme ma mère était prof de danse, j'ai commencé le sport très jeune, à 2-3 ans. Et du coup, j'ai jamais arrêté, à part pendant le Covid où j'ai pris un peu de poids. Mais quand je suis sortie du Covid, j'ai repris et c'est rigolo parce que je suis rentrée après à TFT assez rapidement, quoi. Et tu t'avais jamais pratiqué des sports de combat avant ?
Non, j'avais jamais pratiqué des sports de combat. J'avais surtout eu plein de fois envie de le faire. Mais à chaque fois que j'ai voulu le faire, il s'est passé un truc. Genre, par exemple, j'ai voulu m'inscrire à la boxe. J'ai eu une panne de voiture. Il a fallu que je sorte des frais, donc je pouvais pas m'inscrire. Ensuite, j'ai voulu m'inscrire, pareil, à un autre truc de boxe. Covid. Donc, pas possible de s'inscrire. Et ainsi de suite. À chaque fois que j'ai voulu m'inscrire quelque part, il y a eu quelque chose. Et quand je suis venue à TFT, parce qu'on m'a recommandé de venir, ben, là, par contre, tout s'est bien déroulé. C'est un signe du destin un peu là-dessus. C'était écrit. Ouais. Et t'étais bagarreuse ou pas du tout? Ou t'étais juste, tu défendais les gens? Pas du tout bagarreuse, je me suis jamais battue de ma vie. Je crois que peut-être au collège, j'ai dû mettre une gifle à une fille un jour, mais parce qu'elle m'en avait mis une. Enfin voilà, il y avait eu un truc comme ça. Mais sinon, je me suis jamais battue en dehors d'une cage. Je supporte pas la violence. Je déteste les gens qui crient, qui tapent, surtout sur plus faible. Alors là, ça, c'est un truc qui m'exaspère. Donc ouais, j'ai jamais eu ce truc-là de bagarre et tout. Alors dans le combat, je l'ai. Quand je rentre dans la cage, c'est elle ou moi. Donc là, je serais méchante, j'aurais de la mauvaise intention, dans le respect bien sûr, mais voilà, c'est le combat, quoi, c'est le jeu. Par contre, en dehors de la cage, même d'ailleurs, dès que le dong sonne, c'est fini, quoi. Je redeviens une autre personne. Je te montrerai, si tu veux, sur Instagram, j'ai une photo où genre c'est avant combat et après combat et mon regard il est complètement changé. Je me souviens avoir eu cette discussion avec pas mal de combattants, et en fait, ils disaient que les meilleurs combattants, c'était ceux qui étaient capables de devenir des psychopathes, tu sais, sur le claquement de doigts, d'éteindre les émotions et dire, bah là, maintenant, c'est simple comme elle ou moi, quoi. Comme tu... Ouais, en fait, c'est exactement ça, éteindre ses émotions. Moi, c'est ce que je fais généralement avant les combats. Je déconnecte, en fait. Je suis vraiment déconnectée, c'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi, je suis là, ok. Je déconnecte de mes émotions et ça me permet vraiment de rentrer dans le combat en me disant, j'ai une mission à accomplir, je fais le taf, et après, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et donc, du coup, c'est un travail de prépa mentale que je fais tout avant mes compétitions, pendant les 2-3 dernières semaines avant le combat, où vraiment, je m'isole vraiment de mes émotions. Et c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que pourtant, je suis quelqu'un de très lié à mes émotions, moi. Et je fonctionne d'ailleurs, je suis très drivée par celle-ci. Par contre, quand c'est le combat, je les éteins petit à petit parce que justement, elles ont tendance à avoir cette petite voix réconfortante qui vont me dire prends un verre de lait, un cookie, et non, ne fais pas trop. Et en fait, du coup, ça me freine dans la combativité de ce que je dois faire et dans la dureté de ce que je dois faire. Donc, du coup, je les coupe et quand c'est fini, ça y est, je reconnecte et ça va mieux, quoi. Tu te souviens la première fois que tu as eu cette sensation-là, peut-être lors de ton premier combat, de dépersonnification, de simplification de ton raisonnement, etc. Alors en fait, pour mon premier combat, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'était il y a 2 ans et je demandais pendant tout l'été à mes coachs de me trouver un combat. J'étais même en mode, franchement, vous êtes chiants, vous trouvez des combats à tout le monde. Moi, cette année, je vous ai montré que j'ai fait le taf. Je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine alors que je débutais, j'avais rien. J'avais fait de la compète en nogi où j'avais tout gagné. J'avais pris la médaille d'or. Enfin, j'avais montré quand même un vrai travail de mon côté. Donc je leur disais, ouais, franchement et tout, pour moi, c'est pas cool. Bon, je les chambrais quoi pour que... En fait, je voulais les saouler pour qu'ils finissent par me trouver un combat. Et un jour, j'étais tranquille au club et là, Yohan, il tourne la tête et il me dit tu veux combattre la semaine prochaine? J'ai un combat. Et là, je me suis dit je peux pas me défiler. Donc j'ai regardé, je dis contre qui? Il me dit je sais pas. Je lui dis ok. Et du coup, j'ai accepté un combat en 1 semaine. La fille aussi en face, Tina Bono, elle avait accepté aussi à 1 semaine. En fait, le combat avait sauté, donc il cherchait 2 combattantes. On a toutes les 2 accepté à 1 semaine. Et en fait, comme ça a été très vite, là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, là, il faut y aller. Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, là, je pourrais pas dire que je l'ai conscientisé, que j'ai déconnecté de mes émotions, parce qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte. C'est justement, quand j'y repense, je suis arrivée, j'étais pas stressée. J'ai fait la pesée, j'étais pas stressée. Je me sentais comme chez moi, en fait. Même le combat, quand il a commencé, quand on m'a dit Manon, c'est à toi, ok, j'ai marché dans le couloir. En fait, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'allais directement au point qu'il fallait aller, c'est-à-dire dans la cage. Et j'ai même pas entendu ma musique d'entrée. Il y avait 2500 personnes. J'ai entendu qu'il y avait personne. Quand je suis rentrée dans la cage, je regardais mon adversaire dans les yeux. C'était en mode vas-y, c'est la guerre. C'était des petits gants. Donc j'ai pris la première pêche. Je me suis dit ah, c'est ça. Et là j'ai envoyé du lourd. Et bon, le combat est catastrophique en termes de technique. C'est vraiment du gros parpaing comme ça, bam, bam, bam. D'ailleurs, c'est comme ça que mon surnom est sorti. Et en fait, j'ai fait le combat. Entre les rangs de Quentin, pour le raconter, j'étais en mode... Quentin, il me parlait, je ne l'entendais même pas. Et en fait, à un moment donné, il me dit « Manon !»
Et je le regarde, je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, bon, laisse tomber. En fait, j'étais en état de flow total, j'étais déconnectée de tout. Je me suis cassé la main au premier round. J'ai senti que j'avais la main cassée. Je me suis dit, oh, je traiterai cette information plus tard, c'est pas le moment. Enfin voilà, j'étais complètement déconnectée. Par contre, du coup, c'est après où j'ai appris à le faire et à le conscientiser, parce que du coup, j'étais au courant que j'allais avoir un combat avant. Donc, il y avait tout un système de préparation. Et du coup, je le fais pendant la prépa. Mais le premier combat, j'étais quand même poisson dans l'eau. Et d'ailleurs, là, c'est ce que je recherche pour mon futur combat qui arrive. C'est de retrouver ces sensations de pilotage automatique et de... Voilà, je suis complètement tranquille. Je sais ce que je fais, c'est chez moi. C'est mon milieu. J'adore ce que je fais. Donc voilà. Donc justement, tu fais la transition vers ton prochain combat, donc qui sera donc en octobre. Ça fait assez longtemps que tu n'as pas combattu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du contexte de ce combat-là et qui tu vas affronter, etc. Donc, Ah, je viens de penser à un truc. Comment? Je viens de penser à un truc. Oui. Je suis aussi préparatrice mentale. Ah oui. J'avais oublié, voilà. Ouais. Donc, l'approche de ce combat. Donc, pour vous expliquer, j'ai fait mes débuts au KOC à Cognac, il y a 3 ans. L'année dernière, je devais recombattre au KOC à Cognac. Mes coachs ont décidé d'annuler le combat à 1 semaine parce que je n'étais pas en forme pour le faire du tout. Donc, j'ai annulé le combat. Et cette année, Fred Fernandez, du coup, m'a laissé l'opportunité de pouvoir revenir dans son orga. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup, Fred. Ce combat, c'est mon retour. Donc, l'approche que j'ai, c'est reconquérir un petit peu toutes les peurs que j'ai eues sur cette dernière année qui m'ont freiné beaucoup. C'est reprendre du plaisir aussi à travers ce que je fais, à travers la violence de mon sport. Parce que forcément, c'est un sport qui n'est pas anodin. Ça demande d'aller chercher des choses, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une majorité de combattants avec qui j'ai pu échanger, et moi inclus, ça demande voilà, d'aller chercher des trucs assez sombres au fond, ou en tout cas de réfléchir et de repenser à certains souvenirs. Donc moi, c'est ce qui me booste pour pouvoir aller combattre, mais c'est aussi ce qui m'a freiné cette année. Donc j'affronte Dorine Ribro de la Team Légion 86. Je ne sais pas qui c'est. Elle est introuvable sur les réseaux sociaux, sur le compte de son coach et de son club, introuvable non plus. Donc je ne sais pas qui c'est. Elle a 2 ans de MMA, apparemment, et elle aurait un style Muay Thai. Donc, pareil, j'ai demandé à mes copines qui sont dans le milieu du Muay Thai, des combattantes pro, amateurs, personne ne la connaît. Donc, je pense qu'elle n'a jamais fait de compétition. Ça sera son premier combat. Donc voilà, je la prends très au sérieux. 1m70, c'est assez grand. Comment je vois le combat? Ça va être la guerre. Ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer et de prendre une soumission ou un KO, un truc très rapide et qui du coup fait que j'aurais pas pu m'exprimer. Parce qu'en fait, victoire ou défaite, bien sûr, on veut tous gagner, mais victoire ou défaite, c'est une finalité. Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir m'exprimer, c'est de pouvoir sortir les choses que j'arrive pas à sortir avec mes mots, à travers mes poings et mes jambes et mon sol et ma lutte. Et c'est aussi pouvoir réussir à donner un petit peu une forme d'honneur à toute la prépa que j'ai investie, le temps que mes coachs m'ont donné, mes sparring partners, etc. Donc, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de pouvoir ressortir au milieu de la cage, de pouvoir aussi rendre fière ma famille, mes belles-filles, les filles que j'entraîne, parce que même si c'est des filles pour qui je ne me sens pas du tout au-dessus d'elles, elles me voient comme une coach aussi, elles me voient des fois comme une mentor pour certaines. Et du coup, il y a une forme de responsabilité, même si c'est moi-même qui me la donne. Donc voilà, il y a tout ça qui compte pour moi, c'est d'honorer en fait tous les gens qui m'inspirent, qui me font confiance, qui me donnent du temps, de l'énergie, etc. Et aussi, c'est me rendre honneur à moi-même à travers tout ce que j'ai vécu cette année, qui a été une année trop compliquée. Ça a été vraiment un enfer. J'ai cru que je ne rentrerai plus jamais de ma vie dans une cage. Et aujourd'hui, je reviens. Donc c'est vraiment ce truc de se dire, waouh, j'ai cru que c'était fini. Et en fait, non, aujourd'hui, je me montre que je reviens, quoi. Et ça, c'est trop cool. Dans le vlog que tu as publié sur YouTube, justement, tu parles justement de tout ça, que ça a été l'année la plus difficile de ta vie. Tu dis une phrase qui était assez forte, qu'on a notée tous les deux. C'était plus je combat, moins je me sens forte. C'était vraiment particulier, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement ce contexte-là et puis après, si tu veux en parler des raisons derrière, ça peut être intéressant aussi à mettre. Alors ouais, en gros, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma première saison de MMA, donc j'avais fait 1 an d'entraînement à fond. Et après, du coup, j'ai enchaîné sur ma saison de MMA. En fait, ce qui s'est passé... Attendez, mais ça fait 4 ans, du coup, que je fais du MMA. Je suis en train de calculer. C'est post-Covid, c'est ça? J'ai commencé en 2022. Ouais, bon.
En gros, sur ma deuxième année de MMA, c'est là où j'ai fait le plus de compétitions. Et j'ai fait une grosse saison. Hein. J'ai fait mon premier combat, je me suis cassé la main. J'ai eu 3 mois d'arrêt. Et dès que la main était soignée, janvier, février, mars, avril, non. Non, pas mars, avril, oui, mai, juin. Donc j'ai enchaîné. J'ai fait 8 combats sur la saison du coup de janvier à juin. Et en gros, ben là, il y avait plein de petits trucs perso qui m'arrivaient, mais bon, voilà, c'est plus des tracas du quotidien. Et j'allais quand même combattre, etc. Il y a eu un combat où vraiment j'avais une période très compliquée. C'était face à Océane Craig, c'était la 3e fois que je l'affrontais. Et là, j'ai fait un combat où j'étais complètement absente. Voilà, elle m'a gagné d'ailleurs à la décision. Voilà, moi qui ai un style où j'avance, je suis bourrine, je mets des coups, j'ai pas peur d'en prendre. Ben là, j'étais plutôt tout le temps en train de me protéger, de m'effacer. Et en gros, ben, c'est là où j'ai capté que j'avais fait un combat alors que j'avais pas envie d'y être. Mais bon, je voulais le titre de championne de France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, en mai, je suis retournée combattre. Et après, j'ai fait les championnats de France. J'ai fini médaillée de bronze, du coup, sur ces championnats de France. Et après, du coup, j'ai remarqué qu'en fait, plus je combattais, plus je doutais de moi, plus je me sentais faible, moins je me sentais forte. Quand je revenais à l'entraînement, ben, en fait, j'avais un espèce de contre-coup et du coup, ben, dès que j'arrivais pas à faire un truc, je comprenais pas, ça avait beaucoup de frustration. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je me suis mis vraiment beaucoup la pression. Moi, je suis une copine de Delphine Benoîche, mais je l'admire aussi avant tout. Hein. C'est une combattante que je respecte énormément. Et quand j'ai toujours Delphine, moi, je l'ai connue, c'était à mes débuts, donc j'étais là, je disais waouh, c'est une fille, elle est trop forte. Et en fait, ce qui est cool, c'est que Delphine, elle était accessible pour moi parce qu'elle était amateur. Je la croisais en compétition, même si moi je combattais pas ma première année. Donc en fait, je la voyais faire des trucs et je me disais, ben moi je veux être comme elle en fait. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop stylé. Et en gros, ben, je voyais que j'arrivais pas. En plus de ça, ben, je fais plein de trucs. J'ai plein de projets professionnels, je monte plein de choses. Donc du coup, j'ai quand même une charge mentale importante. Et du coup, j'arrivais pas à conscientiser que tout faire, ben, c'était pas possible. Donc, en fait, je pense que ça a engendré au fur et à mesure ma confiance en moi et que du coup, quand je venais à l'entraînement, ben voilà, j'arrivais pas à m'exprimer. Quand je rentrais en combat, ben, j'arrivais à faire des choses, mais par exemple, mes amener au sol, je les travaille pendant des mois avec mon coach Johan. Et en fait, quand j'arrive en combat, j'arrive pas du tout à mettre la meuf au sol, donc beaucoup de frustration à chaque fois, de remise en question. Et donc, je pense qu'en fait, à force, ça a atteint ma confiance en moi, plus les tracas du quotidien qui ont fait que du coup, ça m'a petit à petit fait chuter. Et donc, plus je combattais, moi, je me sentais forte, plus je me sentais comme une merde, quoi. Pardon le terme, mais c'est Et clair. ça t'a demandé aussi le MMA peut-être de puiser profond aussi. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu dis, tu n'étais pas une bagarreuse, donc trouver cette Ouais. espèce de violence en toi, ça t'a demandé peut-être aussi de creuser un peu. Exactement. En fait, depuis que j'ai commencé le MMA, c'est rigolo, j'ai réglé tous mes problèmes du passé. En fait, j'avais un gros sac à dos rempli de grosses pierres. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le MMA, je réglais mes comptes avec mes parents, avec des gens qui m'ont fait du mal, etc. Et en fait, j'ai petit à petit, tout sorti. Et donc, je pense qu'en fait, c'est effectivement ça. Ça m'a demandé d'aller chercher des ressources très sombres, profondes. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez émotionnel. Et du coup, ça a impacté ma vie, ça a impacté mon quotidien. Et donc voilà, j'arrivais à l'entraînement, j'avais pas la tête à ça, mais je me forçais parce qu'il y a cet aspect combattant, combatif. On est des combattants, en fait. Ah, t'as un souci, c'est pas grave, en fait. Justement, tu es dur, tu dois être fort. C'est ça, c'est ce côté un peu héroïque, c'est ce côté un petit peu quand on voit, comme dans les films, dans Gladiateur, le mec, il prend plein de coups d'épée, mais là, il continue à se battre. C'est un peu le même truc, quoi. Alors, c'est complètement inconscient, c'est complètement aussi scénarisé dans ma tête, entre guillemets, mais on est tous un petit peu pareils sur ça, je pense. On a ce côté voilà, combattant, combatif, et on doit répondre à cette demande-là. Qu'est-ce que représente cette combattante, ce combattant? Il n'abandonne pas, il lâche pas. Et donc, je pense que j'étais rentrée dans une espèce de vice dans ma tête qui fait que ma reconstruction, elle devait passer par ma déconstruction. Et du coup, ma déconstruction voulait dire reperdre confiance en moi, j'avais perdu conscience de ma valeur, de mes forces et tout. Sauf que derrière, à côté, j'étais combattante et je me battais et j'avais des victoires, j'avais des défaites. Enfin, j'avais des choses quand même qui étaient résultats positifs, mais moi, je le voyais jamais, quoi. J'étais là, en fait, non, mais t'es une merde, t'y arrives pas. Même quand je gagnais, des fois, j'étais là, ouais, mais ça, j'ai pas réussi, gna gna gna. Enfin, c'était assez frustrant et en fait, je pense que je me suis moi-même un peu creusé mon trou, quoi. Est-ce qu'il y avait un côté de tu devenais un mentor, un exemple pour pas mal de gens, et en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines choses auxquelles tu n'avais pas forcément fait face directement,
et qu'en fait tu t'es transformée en combattante avec le MMA et en fait tu t'es rendu compte que tu l'avais peut-être moins été ou en tout cas que tu avais peut-être enterré des choses qui potentiellement te faisaient du mal. Et est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a fait de je dois d'abord assumer ce que j'avais fait, ce que j'ai traversé derrière et après je peux aller de l'avant. Donc en fait ton année ça a été une année de remise à zéro, je pourrais dire. En fait, ouais, il y a eu ce truc déjà de. Je voyais comment mes élèves ou certains sparring partners ou des personnes avec qui je m'entraîne parlent de moi. Même, par exemple, ma petite sœur, elle a 16 ans. Il y a quelques années, du coup, elle avait 14-15 ans. Et ses copains, comment ils me voient et tout, ils sont tous waouh. Et moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Et donc, ouais, il y avait un peu déjà ce sentiment d'imposture. Attendez, je ne suis pas si forte que ça, je suis moyenne. Moi, je me considère comme une combattante moyenne. La dernière fois, j'ai une copine qui est combattante pro et qui m'a dit mais non, mais t'es combattante, t'es forte, mais non, moi je ressens un petit peu un sentiment d'imposture sur ça. Je suis neutre, voilà, je fais des choses bien, je fais des choses pas bien. Ça fait que 3 ans que j'en fais, peut-être dans 3 ans en plus, donc dans 6 ans, peut-être que là, ouais, il y aura un peu plus de trucs à dire et il y aura des choses qui auront évolué. Et en plus de ça, en fait, j'ai toujours eu un esprit très combatif enfant, interne dans le sens où j'ai vécu des choses très compliquées enfant. Je me suis construite sur des schémas violents, extrêmes. Et je m'en suis toujours sortie, toujours. Bon, des fois j'ai sombré, mais je m'en suis ressortie et j'ai ressombré et je m'en suis ressortie et ainsi de suite. Moi, j'ai connu la mutilation, j'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool. Alors, j'étais pas accro, mais je sortais tout le temps. Par contre, quand j'ai arrêté du jour au lendemain sans problème. Mais j'aimais les excès, donc et même enfant. Hein. Et du coup, c'est ça qui fait que j'avais un système d'autodestruction, mais derrière, je m'en sortais toujours parce que j'avais cette volonté de vivre. Et du coup, je pense qu'effectivement, j'ai eu un contre-coup de tu représentes, comme j'ai dit là, cette combattante, mais derrière, regarde-toi, en fait, des fois, tu vrilles complet et tu sors pas de chez toi pendant 3 jours. Tu fais des crises d'angoisse à gogo, tu es anxieuse. Et donc, je pense que tout ça a évolué, a été un gros. C'est pas compatible. Et donc, j'ai dû régler tout ça, faire la paix avec tout ça. Et aujourd'hui, là, je pense que ça y est, c'est le cas, quoi. C'est en train d'arriver. J'espère, pitié. Je veux pas revivre cette année. Non, ça ne réarrivera pas, là. Je trouve les solutions et les réponses. C'est quoi qui t'a poussé vers le MMA? C'était quoi les raisons qui t'ont mis, qui ont fait que tu as voulu commencer le MMA? Alors, j'ai toujours aimé les sports de combat. Moi, quand j'étais petite, je regardais Tomb Raider avec Angelina Jolie, trop la classe. Je voulais être comme elle. Moi, je la trouvais trop fan. Je la trouvais trop forte. J'étais trop fan. Enfin, c'était trop cool quoi, de la voir avec sa tresse, là, ses shorts et ses pistolets accrochés. Je trouve ça trop stylé. Donc, j'ai toujours aimé cet esprit un peu combatif. Même quand je regardais les films de boxe et tout, j'étais en mode « Ah, mais j'aimerais trop savoir faire ça ». En fait, je pense que quand on est enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça représente quelque chose d'idéal, le combattant, l'athlète. Ça représente la force, l'honneur, des valeurs fortes. Et du coup, moi, ça m'a toujours attirée. Et en fait, le MMA, c'est tout bête. J'étais aux États-Unis en vacances et j'ai un pote qui était aux États-Unis aussi. Mais moi, je partais et lui, il venait d'arriver. Et du coup, je lui dis, ah ben, on va pas pouvoir se voir. Et il me dit, bah, écoute, si tu veux, là, j'ai vu que tu t'es remis grave au sport. Moi, je m'entraîne à TFT, on fait du MMA. Viens si tu veux, je rentre telle date, donc comme ça, tu viens aussi. Et en gros, le MMA, je connaissais Conor McGregor, c'est tout. Mais je savais pas du tout que c'était mélange de striking, lutte, sol. Je savais même pas que ça se faisait dans une cage. Et donc, j'ai dit, c'était une période de ma vie où je disais oui à tout. Donc, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, je viens. Et donc, ça, c'est Marty, il s'appelle. Et Marty m'a dit, bah, vas-y, viens, tel jour, 22 août 2022, j'oublierai jamais. Et du coup, 22 août 2022, j'arrive à TFT pour faire un cours de Nogi. Et voilà, j'ai fait mon premier cours. Tout le monde a cru que je reviendrais jamais, mais ils se sont tous trompés parce que 2 jours après, j'étais là. Donc, ouais, je suis revenue et 1 an après, moi, j'ai fait mon premier combat. Ouais, t'as quand même pas perdu de temps. Ouais. C'est ce que je voulais. En fait, je me rappelle avoir dit à Quentin très rapidement, ouais, j'aimerais bien combattre. Et en fait, je me rappelle, il était là, oui, écoute, super, on prend cette info, nous, on n'a pas beaucoup de féminines, donc c'est trop cool. Bon, il va falloir que tu travailles parce que tu n'as aucun passif de sport de combat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'ai dit sans même conscientiser ce que ça représentait, en fait. J'ai dit, je veux combattre, mais je n'avais pas la conscience de ce que c'était. Et même aujourd'hui encore, je pense que je dirais que je ne l'ai toujours pas réalisé parce que pour moi, c'est normal. Toute ma vie a été un combat. J'ai toujours été confrontée à la violence, même si moi, je ne l'aime pas. Cette violence-là du sport de combat, je l'aime. Pourquoi ? Parce qu'elle est maîtrisée. Elle est d'égal à égal. Il n'y a plus une position de dominant-dominé. On est face à une fille. Moi, je suis face à une fille. Elle fait mon poids.
on a à peu près des niveaux équivalents la plupart du temps. On s'entraîne. On fait tous la même chose au final. Hein. On s'entraîne tous, on fait tous une diète. Bon, il y en a certains qui cut, etc. Enfin, mais on connaît tous en fait. On fait face aux bobos, on fait face à la difficulté de ce que c'est de s'entraîner. Nous, les féminines, on n'est pas nombreuses dans les clubs, donc on s'entraîne avec des mecs. Enfin, on vit la même chose au final, de manière différente, mais au final, c'est la même chose. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime là dans ce sport, c'est de pouvoir être capable de se taper dessus. Et après, de se checker, de se dire, bah, viens, on va boire un coup ensemble. Moi, Chloé Santagne, par exemple, on s'est affrontés aujourd'hui. Elle fait partie de mes amis proches. Et pourtant, on s'est tapé dessus la première fois qu'on s'est vus. Enfin, je m'entends bien avec tous mes adversaires. On essaie vraiment d'avoir une bonne dynamique. Et du coup, c'est ça que j'aime, moi, dans ce sport-là. Les gens nous prennent pour des gens violents, mais en fait, on ne l'est pas du tout. On est des gens super intelligents. Bien sûr, il y a des bêtes partout, mais c'est partout pareil, quoi. Et donc, c'est ça que j'aime, quoi. C'est ce que ça représente. C'est écrit là sur les murs de TFT, motivation, courage, honneur, respect, persévérance, discipline. Et c'est des valeurs que j'ai envie d'incarner. Donc, voilà comment j'en suis arrivée à ça. Et pourtant, les premiers cours de MMA, dès qu'on me tapait, je me mettais en boule. Dès que je tapais quelqu'un, je disais pardon, excuse-moi. Et en fait, ça s'apprend. Il faut apprendre au cerveau qu'on n'est pas en danger. En tout cas, c'était pour mon travail à moi. Il faut apprendre au cerveau que je n'étais pas en danger, que c'était moi qui l'ai voulu d'être là. Il y a plein de fois où en prépa, je pète un câble et Quentin il me dit en fait, c'est quoi, arrête en fait. Parce que quand t'en parles, on dirait que t'aimes pas ce que tu fais. Donc en fait, c'est bon, tu m'as saoulé, arrête. Et moi, je suis là, mais si, j'aime bien. Mais avec la fatigue et tout. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait qui me plaît dans tout ça. C'est ce truc de. On se contente pas de rien faire. Même si on rentre dans la cage, on perd. En fait, on est rentré dans la cage. Et du coup, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit en fait. Et ça, pour moi, ça représente beaucoup, quoi. Donc voilà. Il y a un côté thérapie dans le MMA pour toi? Ouais. Alors après, attention, c'est une thérapie, mais attention, ça ne guérit pas. Ça aide, mais ça ne guérit pas. Ça permet de se confronter. Parce qu'au final, quand on se retrouve dans la cage, bien sûr, on a un adversaire, mais c'est soi et soi, en fait. Ça permet de conscientiser, peut-être. Ça permet de faire remonter les choses que peut-être tu cachais et obligé peut-être de te faire face aussi à toi-même. Ouais, complètement. C'était vraiment ce travail de OK, il faut se faire face. OK, il faut être en mode j'ai pas le choix. En fait, dans la cage, comme je disais tout à l'heure, c'est moi ou elle. Alors, bien sûr, il y a un arbitre qui va nous arrêter avant. Hein. Mais moi, je le vis vraiment comme si c'était une question de vie ou de mort. Et du coup, quand c'est une question de vie ou de mort, on revient à l'essentiel. Et moi, du coup, l'essentiel pour moi, en tout cas, c'était de régler mes problèmes. Parce que c'était là où il y avait le plus de trucs à gérer, de les affronter, de les confronter et de les régler. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et notamment avec du coup l'année, je transitionne sur ça l'année dernière où j'ai fait les championnats de France. Et après, du coup, je me suis arrêtée. Début juillet, j'ai rencontré mes 3 belles filles que j'aime trop, cœur sur vous. Et en fait, quand je les ai rencontrées, c'est quelque chose de très positif. Mais moi, ça a fait remonter des choses horribles. Et notamment, du coup, des agressions dont j'ai été victime. Et donc, il y avait 2 agressions. Il y en a une que j'ai vécue en 2017. J'ai porté plainte il y a 2 ans. Ça a été classé sans suite parce que j'ai jamais eu de nouvelles. Donc, je pense que voilà, c'est classé. Et du coup, par contre, il y en avait une en 2021 où donc c'est des agressions sexuelles. Là, on est sur des viols. Et j'arrivais pas à le. Je m'étais dit en fait que c'est bon, je me mettrais de côté et que voilà, je pouvais vivre avec. Et en fait, quand j'ai rencontré mes belles filles, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été horrible pour moi dans le sens où je me suis dit, mais tu peux pas représenter tout ce que tu représentes et pas avoir réglé ça et géré ça, en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu faire, sauf que ça a été une descente aux enfers de ouf parce que il faut prendre le temps d'accepter qu'on va le faire, prendre contact avec l'avocate, prendre le rendez-vous après, parce qu'il faut appeler, mais après, il faut prendre rendez-vous. Faire toutes les démarches. Quand la plainte, elle nous l'envoie en disant c'est bon, je peux l'envoyer, c'est la relire, c'est se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ainsi de suite. Et puis, c'est après, moi, en tout cas, dès que j'étais confrontée à des trucs violents, j'arrivais plus. Dès que je m'entraînais en club et que je disais au mec, vas-y, mets-moi la pression, parce que là, j'arrive pas à bouger, dès qu'il me mettait la pression, en fait, ça me faisait pleurer, j'arrivais plus à m'entraîner. Donc, ça a été horrible, quoi. Du coup, j'ai dû stopper pour me revenir mieux, au final, et surtout pour régler les problèmes. Et je pense que donc, c'est une thérapie, mais comme je dis, ça guérit pas. Et surtout, il faut être capable de se dire, OK, là, en fait, je peux pas tout faire. Et donc, je fais une pause de ça. Par contre, je règle tout ce que j'ai et comme ça, je peux revenir en forme. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, on verra le 4 octobre, mais pour l'instant, je suis bien. Ça a été aussi une manière de réaccepter l'adversité masculine, je suppose, le MMA. Parce que comme tu parles d'une agression,
dans quelque chose de tellement grave. Ouais. Comment justement tu as réussi à gérer ça? Parce qu'au tout début, comme tu dis, ça devait te mettre en fait en état de stress de fou. Ouais, en fait, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo, non, mais ce qui était assez flagrant, c'est que mon corps était en état d'alerte dès que je m'entraînais. Et alors, ce qui est le plus fou, c'est que quand c'était des mecs que je connaissais, avec une intimité, amitié ou amoureuse, euh, ben, quand c'était mon amoureux, ben, du coup, j'étais encore plus stressée. Ou quand c'était Yohan, par exemple, qui est mon head coach, j'étais encore plus stressée quand c'est eux qui me mettaient la pression ou qui tapaient dur et tout pour me préparer à mes combats que quand c'était des mecs que je connais un peu moins. Parce que il y avait un lien et du coup, moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est bon, tu crains rien, et c'est Yohan, il te fera jamais de mal, ou c'est Quentin, il te fera jamais de mal. Et pourtant, ça, c'est ce qui me bloquait le plus. Mais j'arrivais encore à surpasser et tout, puisque j'ai fait ma première saison, ma deuxième saison. Par contre, l'année dernière, j'ai rien pu faire, quoi. Là, c'était impossible. Même quand c'était eux, c'était dur. Là, je reviens, effectivement. J'ai moins peur. Des fois, je prends un coup qui me choque. Mais comme je tourne déjà qu'avec des mecs maintenant de confiance, maintenant, c'est bon. Je refuse de tourner avec des débutants. Je les connais pas. Des fois, ça cherche trop à prouver. Ça cherche trop. Ça fait pas attention parce qu'ils connaissent pas leur corps. Puis, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils ont des physiques plus lourds que moi. Donc, du coup, je tourne plus avec les débutants. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais du coup, voilà, je suis en lien de confiance. Et puis, au pire, si des fois, je sens que c'est trop, ben, je le verbalise. Je suis entourée que de gars bien qui arrivent à s'adapter à moi et à ce que j'ai besoin. Et c'est le top. Et à TFT, c'est ça. On en a parlé hier, mais je le redis devant caméra. C'est vraiment ce truc de. Moi, TFT m'a permis de renouer en me disant qu'en fait, les mecs sont pas tous dangereux, en fait. Les mecs sont gentils. Alors, bien sûr, on fait tous des bêtises, c'est pas le souci. On brise tous des cœurs et tout ça, mais en fait, les mecs ont des bons fonds. Tout le monde n'est pas dangereux. Et du coup, ça m'a permis vraiment de renouer avec ça. Et même en compétition, nous, les filles, on est pesées devant tout le monde. Mais pareil, on est en brassière et short et culotte, des fois. Et une fois, j'étais en train de me peser et il y a un mec que je connais pas. Hein, il est arrivé, il m'a fermé la porte en me disant, s'il te plaît, tout c'est pour toi. Il a regardé le mec de la fédé, il a dit, ouais, je ferme la porte, c'est pour elle, il y a du monde là. Vous voyez, c'est anodin, mais en fait, je suis là. Moi, je m'en fous de me peser devant tout le monde, mais je suis là. Ben, merci. En fait, je me sens respectée de ouf. Et alors oui, c'est un milieu masculin, très stéréotypé. Mais en vrai, on a de la place, les filles. Donc, franchement, trouver un club qui a des valeurs fondamentales sur ça. Et je suis sûre que vous vous épanouirez. Justement, ça va nous permettre de faire la transition vers la partie finale de l'interview. Tu as été très au fait de tes émotions. Ouais. Je pense que le MMA, mais tu avais déjà cette tendance-là. Est-ce que c'est une tendance que tu dirais, une tendance féminine, d'être très à l'écoute de tes émotions? Est-ce que toi, tu le ressens dans le coaching? Est-ce que, par exemple, coacher les femmes ou coacher les hommes, c'est quelque chose de différent pour toi, d'avoir différentes approches? Alors, sur le coaching féminin, effectivement, il y a beaucoup de. Les filles, elles n'ont aucun souci à poser des questions parce qu'elles conscientisent tout. Des fois, même un peu trop. Moi, ça m'est arrivé en cours de dire, je montrais une technique et dire, il faut faire ça. Et là, oui, mais si se passe ça, oui, mais si. En fait, arrête de réfléchir, vraiment, fais juste ça, déjà maîtrise ça. Et après, on verra quand il y aura telle ou telle possibilité, ou telle solution, ou telle réaction de ta partenaire ou de ton adversaire. Donc, je retrouve beaucoup chez les féminines qui vraiment, voilà, elles ont besoin de comprendre, de conscientiser. Je trouve que ça se fait moins chez les garçons. Après, peut-être que ça se fait, mais en même temps, j'ai coach moins de garçons aujourd'hui que d'autres. Mais le peu de fois où j'ai coaché des garçons, alors après, est-ce que c'est dans ma pédagogie et que du coup, ils se sentent à l'aise de pouvoir le faire? J'ai eu des questions, j'ai eu des « Ah, est-ce que du coup, si ça se passe comme ça, gna gna ?» Donc, le peu de fois où j'ai coaché des garçons, j'ai quand même eu des retours. Peut-être que, comme je dis, c'est dans ma pédagogie parce que j'ai une approche particulière et que du coup, ben, ça pousse à poser des questions. Je ne sais pas. Je ne suis pas experte de ça, donc je ne pourrais pas le dire. Mais effectivement, les féminines, il y a une façon d'accompagner des féminines. On a un cycle menstruel qui dure 28 jours. 28 jours où le corps est en ébullition, où le corps change, où le corps vit des changements hormonaux de dingue. Et on a de plus en plus de filles qui sont touchées par l'endométriose. On a de plus en plus de filles qui ont aussi des pathologies. Moi, par exemple, j'ai pubalgie. Donc, c'est inflammation au niveau des abdos pelviens. J'ai une forme de pubalgie, parce qu'il y a plein de formes de pubalgie. C'est encore en cours de diagnostic. Il y en a d'autres, elles ont des soucis de santé, comme par exemple diabète, etc. Enfin, on a toutes des trucs. Et on est toujours en combat, en fait, au final, nous. Parce que quand on a la période d'ovulation, là, on est super en forme, on se sent bien, etc. Par contre, dès que ça chute, là, on se sent comme une merde, on a envie de pleurer tout le temps. Alors,
pas toutes les filles, mais quand même une majorité, on est très affecté en fait pendant nos performances sportives. Et pareil, combattre ou s'entraîner, ça demande pas du tout la même chose quand on est quand on est en cours de règles ou pas, etc. Donc effectivement, il y a un besoin, je pense, auprès des coachs masculins et féminins de peut-être un peu à mieux comprendre déjà comment ça fonctionne, juste déjà par exemple le cycle, pour se dire ok, ben là je comprends pourquoi un tel elle est moins performante ou elle est plus émotive ou il y a ça qui se passe, etc. Parce que voilà, même si on fait tout avec, parce que c'est notre sport et dans tous les sports même qui existent, on doit le faire. Mais c'est vrai que l'accompagnement de l'écoute et de compréhension, il est important. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une fille qui me dise écoute, ne me tape pas dans le ventre aujourd'hui, s'il te plaît, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Ben ok, il n'y a pas de souci, on travaille autrement, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on fait, on adapte et ça fonctionne en fait. Ça ne voudra pas dire que la fille, pour autant, elle va être moins à fond dans l'entraînement ou quoi. Elle fera juste ce qu'elle peut au moment où elle peut. Donc ouais, effectivement, je pense que les filles, il y a une approche à avoir peut-être pas plus à l'écoute, mais en tout cas, savoir repérer peut-être certains signaux qu'on peut envoyer quand on est fermé. Si on est quelqu'un qui parle beaucoup, ben, peut-être là, on est fermé. Peut-être qu'il se passe quelque chose, etc. Donc voilà, c'est peut-être savoir identifier des signaux. Et aussi juste dire, si tu as besoin, je suis là, n'hésite pas. Juste ça, en fait. Et la personne, au moins, elle se sentira en confiance. Est-ce que tu trouves que ça te renforce dans ton coaching? Le fait d'avoir ce côté, je ne veux pas dire psychologue parce que c'est d'autres métiers, mais sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, d'avoir une compréhension quand même de l'esprit, de savoir que les émotions, c'est pas quelque chose d'anodin, de savoir comment les gérer, etc. Ouais, ouais, je pense que l'intelligence émotionnelle, elle est ultra importante dans le coaching. Elle peut être dangereuse parce que du coup, si on donne trop aussi, être coach, c'est pas du tout évident. Hein. Il faut savoir trouver le juste milieu entre on est coach, mentor, mais pas plus. Mais d'un côté, on est un peu plus, surtout quand on accompagne des combattants en compétition, etc. Mais je pense qu'effectivement, ouais, l'intelligence émotionnelle, on doit l'avoir. Être tout le temps dans le dur, c'est pas viable. D'ailleurs, même les combattants qui s'entraînent, même les professionnels, ils ont des temps durs, ils ont des temps plus tranquilles. Et c'est ça qui permet de pérenniser l'activité, de pérenniser et de renforcer le mental. Si on est tout le temps en train de se confronter à la dureté, je pense qu'au bout d'un moment, soit on se dégoûte, soit on se lasse, soit on abandonne. Donc, non, je pense qu'effectivement, ouais, ce truc d'écoute, même vis-à-vis de soi-même, hein, s'écouter et se dire bon, là, aujourd'hui, je suis pas ouf, bon, mais tant pis, en fait, c'est OK. Demain, je ferai mieux. Et puis, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Sans garder les objectifs, sans oublier ses objectifs et sans aussi se dire je me la coule douce. Non, c'est pas abandonner, c'est pas ça. C'est se dire bon, mais OK, aujourd'hui, je n'étais pas performant. Ben, voilà. On verra la suite, etc. C'est pas parce que tu es au fait des émotions que tu dois te laisser faire. Justement, en tant que coach, c'est Exactement. parfois aussi donner un petit coup de pied au cul, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais y venir. En plus, j'allais dire, les coachs sont là aussi pour dire à des moments, en fait, bon là, réveille-toi. Et peut-être que sur le moment, quand il va le dire, on le reçoit pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise et que je sois là, en fait, fermée, je le reçois pas, je me vexe, hein, je fais la gueule pendant toute la soirée, là, je rentre chez moi, je pleure un bon coup, et voilà. Et le lendemain, je suis quand même là à l'entraînement et je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Je prends quand même sur moi et je le fais parce que c'est mon coach et je sais que je peux lui faire confiance. Mais voilà, je viens de dire le mot, j'ai confiance en ce qu'il me dit. Ça serait n'importe qui me dirait ça, je serais là, ouais, allez, s'il te plaît. Voilà, je fais confiance à ceux qui m'entourent et donc je pense que ça aussi, c'est dans la connexion, il y a aussi pas que l'intelligence émotionnelle, c'est savoir de qui on s'entoure, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé aussi, peut-être sportivement ou pas, mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, qu'est-ce qu'ils nous transmettent, pas que techniquement, et humainement, en mode valeur aussi. Voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre dans tout ça et se dire ok, ben là je peux y aller et des fois même si je prends un coup de pied au cul, ben c'est ok. On parlait justement hier, et pour moi ce sera à peu près moi, la dernière question. Justement, tu avais parlé de l'importance de Quentin, qu'avait eu Quentin justement dans cette approche-là, à la fois d'aider, mais parfois aussi de donner un petit peu l'impulsion nécessaire pour traverser les choses et avancer un peu. Moi, Quentin, avec moi, il est dur fois 1000, même plus dur qu'avec les autres compétiteurs, même plus dur qu'avec les loisirs et tout. Bon, nous, il y a notre lien qui nous unit, qui fait que du coup, il y a ce truc qui est plus fort, quoi. Mais effectivement, moi, il me fait pas de cadeaux, quoi. D'ailleurs, il valide jamais. Des fois, je raconte des trucs, il est là, il me dit, en fait, non. Il me dit, je vais pas le dire pour te faire plaisir, en fait. Moi, je trouve que je suis pas d'accord. Et du coup, moi, ça me vexe des fois parce que j'ai l'impression qu'il me soutient pas ou qu'il valide pas ce que je ressens ou quoi.
Mais quand après je suis redescendue et que j'ai du recul, je me rends compte que ouais, en fait, c'est juste, en fait, il va pas donner du crédit à quelque chose qui n'est pas réel, parce qu'en fait, ça serait m'alimenter quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et du coup, il le fait très bien. Et même si des fois, je le saoule, je suis contente qu'il le fasse au fond parce que je sais que ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Alors après, des fois, il y a des fois où il n'a pas forcément raison, attention, hein. Des fois, je suis pas d'accord avec lui et je suis aujourd'hui pas encore d'accord avec lui, même s'il y a plus l'émotion et tout ça dans le truc. Mais, en tout cas, à chaque fois, c'est fait de bonne intention pour juste me secouer, aller chercher le meilleur de moi-même. Donc ouais, il y a la dureté de Quentin qui est hyper importante. Et Johan aussi. Johan, moi, il me fait pas de cadeaux, quoi. Je sais que quand j'ai besoin de préparer des combats et que je perds confiance en moi, je vais chercher Johan. Parce que Johan, en fait, il va me mettre dans le mal de ouf. Et il va pas me faire de cadeaux. Moi, Johan, il me crie tout le temps le combat, c'est dur. Enfin, non, il me crie pas tout le temps. C'est une fois, pardon. On était en train de s'entraîner derrière et j'avais un peu perdu confiance en moi. J'affrontais une fille que sur les réseaux sociaux, là, les highlights qu'elle mettait, j'avais l'impression que c'était une machine. Et en fait, au final, quand je me suis retrouvée dans la cage, pas forcément. Alors, elle a quand même gagné le combat, mais au final, j'étais en mode, elle est grave prenable, quoi. Et quand j'avais préparé ce combat, du coup, Johan, il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit: «Manon, le combat, c'est difficile». Et en fait, j'étais là: ouais, il a raison». Alors oui, oui, il a raison, mais je l'avais un peu oublié. Et il était dur, hein, il mettait plein de coups au foie. Je tombais, il me disait: «Allez, relève-toi!» Il m'a poussée vraiment dans le dur, mais il a raison, en fait. Il va faire quoi? Il va me dire: «Oh, ça va, tranquille», et quand je vais me retrouver dans la cage, je vais me faire éclater? Non, en fait. Donc il doit avoir une dureté dans notre sport. C'est obligé, de nos coachs. Ils sont obligés d'être des fois, nous, ça nous paraît injuste, mais ils sont obligés de l'être. Parce que quand on est dans la cage, ouais, là, on n'a pas le choix. C'est question de vie ou de mort, j'allais dire non, mais c'est en fait, en face, si elle doit me péter la bouche, elle va me péter la bouche, en fait. Et moi, si je dois lui péter le bras, je lui pèterai le bras. Et du coup, en fait, on peut pas laisser. C'est instinctif, en fait. L'instinct de survie, il est en mode, c'est pas possible. En fait, on peut pas accepter ça. Et ça, on le travaille à travers la dureté de nos entraînements, mais aussi de l'écoute de nos coachs. Quand ils vont nous dire à la fin, c'est bien ce que tu as fait, bravo, ou tu as fait de la merde aujourd'hui, mais allez, vas-y, demain tu reviens, et voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc, ouais, la dureté de nos coachs, en tout cas, moi, Quentin et Johan, je trouve que c'est ce qu'il faut. C'est justement doser. Voilà. Un peu oui, un peu non. Je dis souvent que le MMA, c'est pour moi le sport le plus démocratique. Par démocratique, j'entends qu'il peut être pratiqué par tout le monde. Ouais. Et en fait, je trouve aussi c'est un sport qui est résolument féminin aussi dans son approche. Ça t'a apporté beaucoup. Alors ça t'a obligé forcément à traverser l'une des années les plus difficiles de ta vie, mais tu as réussi à t'en sortir aussi grâce au MMA. C'était une partie de la... Ouais, complètement. Comme si c'était ce qu'il fallait que je fasse au final pour régler mes trucs. Parce que j'étais attirée par ça depuis toujours. Je l'avais jamais fait. Et au final, quand je l'ai fait, je suis tombée sur la bonne team dès le départ. Très rapidement, les choses sont remontées et j'ai commencé à les régler. Le bouquet final, on va dire, du coup, c'est l'histoire que j'ai racontée juste avant. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le dernier caillou que j'ai dans mon sac à dos à régler. Et après, en gros, j'aurais réglé tous mes problèmes du passé. Donc effectivement, ouais, il y a ce truc de... C'est au final, je pense qu'il fallait que je fasse pour aller mieux et pour régler... Enfin, pour me faire face. Plus pour me faire face. Et donc voilà, je pense que c'est n'importe quel sport ou quoi, mais s'il y a des gens qui ont envie d'aller mieux, trouvez-vous quelque chose qui vous secoue. Moi, mon premier cours, j'y suis allée, je suis sortie, tout le monde pensait, comme j'ai dit, que je ne reviendrais pas. J'étais très fermée. Je suis arrivée dans ma voiture, j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. J'avais aimé, mais en même temps, je n'avais pas aimé. Les 3 premiers mois, j'allais à l'entraînement, j'avais envie de dégueuler. J'avais envie de vomir, en fait. Je ne me sentais pas à ma place, je ne comprenais pas pourquoi je me faisais ça. Mais c'est justement parce que je ressentais ça que je me suis dit, il faut continuer, il faut y aller.